J'ai le sentiment, enfin en t'écoutant, que la question c'est est-ce qu'il existe encore une société dans tous ces contextes, c'est-à-dire quand on est anthropologue, l'objet c'est la société et ton travail c'est une forme d'anthropologie politique, c'est-à-dire de penser comment la société existe politiquement en face du pouvoir politique, mais qu'on est à un moment où le pouvoir se réduit à des bombes. Et à des chefs d'État, et donc le côté politique de la société, on n'arrive plus à le voir que sur le mode de la survie. Enfin, c'est en gros ce qui continue d'exister, mais dans un contexte où au fond, c'est pas seulement la question de l'intervention publique, comme tu le disais, mais c'est aussi la question de quelle réalité actuellement peut subsister dans ces conditions, c'est-à-dire sous les bombes, qu'est-ce qui reste. C'est-à-dire comment continuer de faire son métier d'anthropologie, d'anthropologue, dans ces conditions. Et j'ai l'impression qu'en même temps, il y a dans ton parcours le fait que on continue toujours malgré tout. Et on continue en particulier parce que c'est pas quelque chose que tu regardes à distance, même quand tu es à distance. C'est un travail. Disons que la question iranienne, on va dire d'abord, mais plus généralement, l'ensemble des questions qui t'intéressent, sur lesquelles tu travailles, sur lesquelles tu t'engages, ce sont des questions qui te traversent. Et donc tu n'es pas à l'extérieur de tout ça, même quand tu es loin. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on voulait revenir, sur le fait que dans ton travail, une part importante et qui a été un peu fondatrice de ce que tu fais actuellement, c'est de revenir sur ta propre histoire, sur ton histoire familiale, qui est une histoire politique, qui est une histoire prise dans l'histoire de l'Iran. Et c'est ce que tu as fait avec les Cahiers Al-Aziz, c'est-à-dire en repartant d'un document familial au début des années 2010, et ce que tu as fait plus tard avec un film aussi qui est une manière de revenir vers cette histoire familiale. Et donc, voilà, est-ce que tu pourrais nous dire la place que ça a, c'est-à-dire comment tu articules cette histoire qui est une histoire personnelle avec une histoire qui est une histoire de l'Iran. Et il me semble que c'est déjà le point de départ d'une démarche féministe, mais une démarche féministe pour laquelle, en un sens, tu n'avais quasiment pas le choix. C'est-à-dire que cette histoire, elle était pleinement là. C'est pas juste une décision théorique qui s'est imposée à toi. Oui. Oui. En fait, j'ai commencé à travailler sur l'Iran. J'ai pas fait ma thèse sur. Moi, je me suis formée sur d'autres questions. J'ai travaillé sur les contrôles aux frontières et la détention frontalière. Et j'ai commencé la recherche. Parce que j'étais rentrée en tant qu'assistante juridique dans les zones d'attente et en tant que militante, je me heurtais au paradoxe du combat juridique, c'est-à-dire que on gagnait des combats juridiques et la situation des étrangers aux frontières se détériorait. Et je n'arrivais pas à faire sens j'avais l'impression qu'à un moment on était comme dans un engrenage où les crans n'avaient plus prise l'un sur l'autre. Donc la zone d'attente devenait de plus en plus légale et en même temps les contrôles et les expulsions étaient de plus en plus arbitraires. Comment les deux peuvent exister ensemble. Donc vraiment, moi j'ai commencé à faire une thèse pour arriver à répondre à cette question-là. Il se trouve que à l'époque, c'était pas forcément la question qui intéressait les associations avec lesquelles j'étais rentrée en zone d'attente. Mais tout ça pour dire que la recherche, c'est vraiment on cherche on cherche des réponses à des questions qui peuvent être assez précises dans le cas de la zone d'attente, ou des questions qui sont un peu floues. Et ça, c'est, je pense que c'est dans Résistance affective où j'en parle. Je ramène. Si les questions ont été formulées, je pense, dans l'enfance, et il y a plusieurs anthropologues, je pense notamment à Clara Hahn, dans un livre qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Seeing Like a Child, où elle revient sur qui est une anthropologue qui travaille sur les gangs et la criminalisation, la gestion de la délinquance, la violence d'État aux États-Unis contre les gangs, et elle revient dans un livre en anthropologue sur ses souvenirs d'enfance de la guerre de Corée.
Et cette façon de se mettre à hauteur, de se rappeler comme par couche archéologique de ce qui, dans notre formation subjective, relève des questions d'enfance, ou relève des questionnements ou des approches qu'on avait, qui se sont comme ça sédimentées au cours du temps. De fait, quand on est enfant, je pense que même les questions, on n'arrive pas forcément à les formuler très précisément. Donc, moi, à un moment, dans mon livre, je cite un livre qui a été fait par un journaliste argentin où il est allé interroger, en fait, de façon assez méthodique, des enfants durant la dictature en Argentine. Il y a une fille qui est une enfant disparue, qui a 9 ans et qui lui dit je veux toujours savoir quelque chose de ma mère, mais je ne sais pas quoi. Et moi, c'est une phrase qui me marque beaucoup parce que je me dis oui, en fait, on est chercheur, donc on veut répondre à une question. C'est pour ça qu'on cherche une réponse, mais parfois on ne sait pas exactement non plus quelle est la question. On veut savoir quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et donc en partant de là et en laissant ça ouvert, qu'est-ce que ça m'a apporté d'essayer toujours de garder le canal de communication ouvert entre la façon dont se forment les questions, ce que je ressens, pourquoi je travaille et les interrogations que je vais avoir comme chercheuse. Laisser ce canal-là ouvert, ça a signifié en tout premier lieu partir de l'expérience du déni, et je pense que c'est là-dessus que je suis tellement en phase avec toute la recherche féministe qui a pensé la question des violences sexuelles. C'est vraiment partir du travail du déni comme étant le terreau dans lequel prend forme, s'encapsule, s'inscrit la violence et dans laquelle elle est enregistrée, elle est vécue, elle a des effets au long cours. Et donc moi je suis partie dans mon travail sur l'Iran du fait que jusqu'à l'âge de 19 ans, alors que ma mère a été tuée dans un massacre alors qu'elle devait être libérée en tant que prisonnière politique. Elle a été tuée en 1988, j'avais 8 ans et on me l'a dit. Mais je n'ai enregistré ce qu'on m'a dit que quand j'avais à peu près 19 ans. Et donc, je n'oublie pas. Je n'oublie pas que ça m'est arrivé. Et que c'est de là que je pars. Et je pense que c'est extrêmement... pour moi, ça a été riche parce que ça permet de partir de cette question du silence comme quelque chose d'épais, de complexe, et pas seulement du vide, mais quelque chose d'extrêmement plein de toutes sortes de problèmes et de questions à résoudre, et notamment si moi-même, fille d'une prisonnière, d'une opposante tuée, je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu ce qui se passait. Si je réfléchis à la façon dont le silence et l'oubli ont pris forme au sein de la société, c'est depuis ce point-là, de dire quels mécanismes se mettent en place et pourquoi et comment est-ce que fonctionne le silence comme forme de gouvernement des vivants par les morts, comme forme de projection à long terme, portée à long terme de violences qui ont eu lieu à un certain moment. Et bien, quand je réfléchis à ça, partir de mon expérience personnelle est à la fois quelque chose de tout à fait naturel, mais aussi c'est quelque chose qui me permet, c'est une méthode. Et alors ensuite, cette méthode, elle est développée un peu plus largement, c'est-à-dire que dès le début, la question n'a pas été est-ce que j'ai le droit ou pas de le faire, mais la question a été puisque je fais quelque chose qui n'est pas forcément très balisé, parce que justement il n'y a pas une méthode complètement constituée de comment faire si on veut travailler en partant de en faisant de sa vie personnelle aussi un matériau d'exploration. Ça a été fait, hein, mais en fait vu que c'est personnel, c'est fait chacun à sa méthode. Chacun et chacune à sa méthode. Et donc à partir de là, la question c'est pas est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit, mais c'est
comment est-ce que je peux le faire, quelle est la méthode que je pourrais utiliser. Et donc la méthode que j'ai trouvée en pratique, parce que c'est celle qui était la plus efficace, c'est d'utiliser, je n'utilise pas, mais de travailler d'enregistrer peut-être ma vie émotionnelle, les rêves, les réflexions. Par exemple, quand j'ai traduit le journal de mon grand-père, le cahier de mon grand-père, quand je l'ai reçu, j'avais 26 ans quand je l'ai trouvé. Et j'ai commencé à le traduire. Je pouvais pas lire le manuscrit, donc je l'ai fait lire par une proche et je l'écoutais. J'écoutais cette proche, donc en plus j'avais sa voix et sa façon de lire, ou des fois de me dire sors de la pièce, j'ai pas envie que tu entendes ça, et elle lisait, et puis des fois elle s'arrêtait parce qu'elle pouvait plus lire, et donc moi j'ai traduit ça, et j'avais un journal de traduction, c'est-à-dire que le soir, je faisais des rêves où il y a des choses qui me venaient, il y a des choses que je comprenais, et tout ça, je l'ai écrit, je l'ai noté. Et ensuite, j'ai repris mes notes. Jamais ce journal de traduction, en fait, dans aucun livre, ce journal de traduction n'apparaît. Mais il est un peu la couche, la sous-couche qui est nécessaire pour arriver à développer une méthode par laquelle les émotions sont heuristiques, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de voir des choses. Et ça, c'est déjà le cas en zone d'attente. Mon indignation, ma colère m'ont permis de voir des choses. Donc, et d'autres fois, elles aveuglent. Mais donc, voilà. Moi, quand j'ai lu le cahier de mon grand-père, en tant qu'anthropologue du droit, qui avait travaillé sur la question de l'articulation entre droit et violence, là, j'avais l'impression d'avoir des descriptions ethnographiques qui m'étaient précieuses pour comprendre justement cette question, qui est une question pour beaucoup de protagonistes de la révolution iranienne: comment la République islamique s'est mise en place et sortie du ventre de ce laboratoire politique extrêmement riche et ouvert et foisonnant qu'était la révolution de 79. Pour qui ne l'aurait pas lu, tu peux dire un mot sur le contenu du carnet lui-même? Oui. Du cahier. Donc c'est un cahier qu'a écrit mon grand-père après la mort de ma mère, qui était donc la deuxième fille qu'il perdait parmi ses enfants, la deuxième fille qui était tuée par la République islamique, et mon grand-père, qui était un homme qui n'était pas du tout un homme de lettres, hein, c'est le seul écrit qu'il a laissé, avec quelques lettres dans sa vie, mais il était contremaître dans les puits de pétrole. Enfin, il travaillait sur les champs de pétrole. Il s'est assis et il a essayé de se rappeler toute l'histoire, quel avait été le destin de ces deux filles, ma tante Fataneh Zarei et ma mère Fatemeh Zarei, donc Fataneh et Fatemeh, qui ont été des révolutionnaires, membres des Moudjahidines du peuple, qui était un groupe d'opposition islamiste et marxiste, donc d'opposition au Shah et puis d'opposition à la République islamique. Et à la fois ma mère et ma tante ont été arrêtées au moment où justement il y a une suppression de toute l'opposition par le parti de la République islamique. Et mon grand-père raconte ce qui s'est passé pour sa famille. Tout au long de ces 8 années, et comment justement se met en place ce nouvel État post-révolutionnaire. Qui en sont les acteurs? Comment est-ce que la prison est une méthode? Quels en sont les mécanismes? Comment est-ce que des groupes sociaux nouveaux se forment, etc. Mais c'est dit dans une langue extrêmement intègre et quotidienne. Et c'est écrit en Iran, juste après la guerre, au sein d'un pays où justement il n'est pas possible de parler des massacres, il n'est pas possible de dire qu'ils ont eu lieu. Et je pense que du coup, le témoignage qui est fourni est assez différent de toute une littérature de témoignages qui existe, hein, sur la violence d'État en Iran et ce qui s'est passé dans les prisons, qui étaient appelées des universités, qui étaient des lieux de torture à large échelle et de politique de la cruauté. Mais en fait, on n'a pas beaucoup
pas à ma connaissance de témoignage écrit qui vient de la part d'une famille, et donc qui éclaire les choses depuis les parloirs et non pas depuis le huis clos de la prison, et d'autre part qui est écrit non pas ensuite ou en exil, ce qui quand même impacte a forcément des effets sur ce dont on se souvient, comment on se souvient, etc. Depuis cet après, mais c'est écrit depuis l'intérieur, depuis le moment même où, en fait, lui, il ne sait pas que son cahier sera trouvé, sera remis à ses petits-enfants qui, à l'époque, nous, on était en France. Il ne sait pas que je vais le publier, il ne sait pas qu'il sera lu par des Français. Enfin, voilà. Donc, il écrit depuis un moment où ce qu'il a, c'est un secret. Et on avait fait ce travail avec une historienne et amie, Anouche Kunt, cet article qui parlait des griffures du pouvoir. Comment est-ce que les massacres étaient des secrets d'État qui se perpétuaient comme secrets de famille. Et on le voit bien à l'œuvre dans le témoignage de mon grand-père qui finalement a posé pour moi la base à partir de laquelle je peux penser les politiques de la cruauté, et notamment cette idée que elle est jamais binaire entre un bourreau et une victime, mais elle est toujours triangulaire. C'est une chercheuse qui a travaillé sur la torture au Chili aussi, Paola Diaz, qui a parlé de ça. Nazan Ustundag, anthropologue qui travaille sur les mouvements de libération kurdes en Turquie et en Syrie, parle de ça également. Comment est-ce que, en fait, les politiques de la cruauté fonctionne par triangulation avec des spectateurs qui à la fois voient des choses, ne voient pas d'autres choses, et on leur demande de se taire. Et ça va créer un pacte politique et une forme de subjectivation, cette expérience-là.